qui vous accompagne en vacances, au bureau, au village, à la maison, où que vous soyez, pour que 2021 soit une année digitalement excellente. Souno Assurance, notre métier, l'assurance. Priorité santé. Caroline Paré. Bonjour à toutes et à tous. La psychiatrie fait-elle peur ? C'est cette question que nous allons poser aujourd'hui dans Priorité Santé. Comment définir la perception que nous avons de la santé mentale et précisément de la prise en charge des patients qui présentent des troubles ou affections psychiatriques ? Si aujourd'hui nous avons abandonné l'usage d'une expression comme l'asile de fous, que savons-nous vraiment de ce qui se passe entre les murs d'un hôpital psychiatrique lorsque ce monde nous est étranger et que ni nous-mêmes ni l'un de nos proches n'y a été traité ? Qu'allons-nous imaginer ? Pourquoi une partie de la population assimile-t-elle l'hospitalisation en psychiatrie à une punition et frémit à l'évocation d'un internement ? Camisole de force, électrochoc, lobotomie, chambre capitonnée ou contention, comment certains traitements, parfois aujourd'hui abandonnés, ont-ils durablement marqué les esprits et nourrissent-ils encore de nombreux fantasmes, images et réalités, puisque, faute de moyens à la hauteur des enjeux de la santé mentale, les soignants restent souvent privés des ressources nécessaires pour traiter correctement l'ensemble des patients. Faute de moyens encore, certains malades voient leur prise en charge retardée et leur état s'aggraver. Déconstruire les idées reçues sur les soins en psychiatrie sans occulter la crise profonde que traverse cette spécialité de la médecine dans un pays compris comme la France, c'est notre sujet du jour dans Priorité Santé. Et expliquer ces soins en psychiatrie pour en finir avec un certain nombre de fantasmes. Avec nous, docteur Boris Chomette, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre au sein du groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences, également chercheur à l'INSERM dans le domaine de la génétique et de l'épigénétique des troubles psychiatriques. Regard croisé, soignant, patient. Bonjour Stéphane Cognon. Bonjour. Vous êtes père praticien en santé mentale depuis septembre 2018. Vous avez signé le livre « Je reviens d'un long voyage candide au pays des schizophrènes », publié aux éditions Frison Roche. Et puis perception de la psychiatrie dans un contexte différent. Nous irons en République démocratique du Congo donner la parole au professeur Samuel Mampounza, président de la Société africaine de santé mentale, neuropsychiatre et ancien doyen de la faculté de médecine de Kinshasa. Activité physique et santé en fin d'émission, on retrouvera le docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport. Priorité santé sur RFI. Docteur Chomette, je viens d'évoquer cette perception de la psychiatrie, brossée à large trait de la part du grand public. Il peut y avoir des expériences personnelles douloureuses, il peut y avoir une forme de jugement de la part de ceux qui n'ont jamais consulté en santé mentale, en pensant que c'est réservé, grand guillemets, aux fous, fermez les guillemets. Docteur Chomette, est-ce que vous avez fait l'expérience, on va dire, dès les premiers pas en médecine, dès la fac de médecine, quand vous disiez « moi, je vais être psychiatre », qu'est-ce qu'on vous disait ? Je vais commencer par une anecdote personnelle, si vous me permettez. Donc, avant de commencer par la psychiatrie, j'avais donc 6 ans de médecine générale, puisque c'est l'externat, on n'est pas spécialisé, je rentre comme interne, et un ancien collègue qui me rencontre et qui me dit « mais qu'est-ce que tu deviens ?» Je lui dis j'ai choisi psychiatrie. « Mais tu as fait toutes ces études pour ça ?» pour faire psychiatre. Comme si la psychiatrie était une branche en dehors de la médecine. Comme si quand on devenait psychiatre, on oubliait toute sa médecine. Aujourd'hui, la psychiatrie, elle est ancrée dans le cœur de la médecine. Avant de parler d'une maladie psychiatrique, on va éliminer une cause physique, une cause organique non psychiatrique. Donc on va faire des bilans, on va examiner ses patients. Et donc c'est toute une vision à déconstruire aujourd'hui de la psychiatrie. Et c'est ce qui se construit d'ailleurs avec les neurosciences, puisqu'on peut aller des fois vers l'imagerie, etc. C'est comme si ça donnait un socle matérialisé d'un certain côté rassurant. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, les avancées scientifiques montrent que ce sont des maladies qui sont ancrées dans la matière. Et la génétique qui est une part énorme dans la genèse des troubles psychiatriques. On a aujourd'hui la possibilité de faire des IRM, de faire des ponctions lombaires à certains patients pour déterminer des causes. Et donc, du coup, on ancre vraiment la psychiatrie dans la médecine. C'est une révolution aujourd'hui. Et justement, vous disiez, quand j'ai commencé ma médecine, vous vouliez d'emblée, vous, aller travailler en santé mentale, ou c'est quelque chose qui s'est dessiné avec la maturité ? Je me posais des questions sur la question des neurosciences de manière générale, neurologie, psychiatrie, recherche en neurosciences de manière générale. Pourquoi ? Parce que c'est un organe qui fascine le cerveau. Un organe, alors il y a bien sûr des côtés où on va, comme vous le dites, avoir les images un peu comme d'Épinal historique, mais en même temps c'est encore quelque chose de mal compris, qu'on a besoin de comprendre. Je pense qu'aujourd'hui la recherche
en neurosciences, elle est porteuse d'espoir, mais elle est aussi un vrai challenge pour les chercheurs. Alors le choix des mots, c'est important, on va le comprendre tout au long de cette émission de radio. Les mots, c'est ce qui nous porte. On essaie de se débarrasser de certains vieux réflexes, parce qu'il y a tout ce qui est attaché justement à l'image du passé, ce qu'il y a de plus stigmatisant, les fous, l'asile, l'internement. On dit plutôt aujourd'hui hospitalisation. Est-ce que ça fait aussi partie de la sensibilisation, docteur Boris Chaumette, ou finalement c'est du vernis, ça compte pas vraiment? Les mots sont très importants. J'ai signé une tribune avec des collègues de l'Association pour jeunes psychiatres et jeunes addictologues il y a quelques temps où on expliquait que plutôt que de parler de fous, il fallait parler de citoyens souffrant de pathologies psychiatriques. Alors on va dire que c'est de la novlangue, non? C'est pas tout à fait de la novlangue parce que les mots ont un sens. Quand vous dites interné en asile, ça renvoie à toute une image. On voit les gens attachés, on voit les gens soignés par des techniques barbares. Aujourd'hui, on est hospitalisé en psychiatrie, on reçoit des traitements, on est suivi par des psychiatres, par des infirmiers. Donc c'est pas juste de la novlangue, c'est aussi tout un contexte, toute une image qui va émerger avec ces mots. Pourquoi ça s'accroche autant? Parce qu'on dit, docteur Boris Chaumette, ces préjugés, ils sont toujours là. Si on regarde les chiffres, les troubles psychiatriques, ça concerne 1 Français sur 7. Autour de nous, chacune a un jour consulté, a eu un oncle, un frère, une sœur, un enfant qui a eu besoin un jour d'aller voir un psy, parler. Pourquoi finalement on associe encore tellement de choses erronées? Vous soulevez un paradoxe, c'est-à-dire que c'est une maladie fréquente, qu'on a tous côtoyé un proche qui avait une maladie psychiatrique ou un trouble mental, et pour autant, on ne va pas forcément regarder la personne avec les yeux de l'amour dans cette condition-là. Donc c'est-à-dire qu'il y a en même temps une sorte de fascination pour ces maladies et en même temps une peur parce que probablement on les comprend mal et donc tout ce qu'on comprend mal on va le rejeter ou on va éviter de s'en approcher trop. Dans le contexte de crise sanitaire, on le souligne, on a parlé de cette fameuse deuxième vague psychiatrique, des troubles dépressifs en augmentation, le stress, l'anxiété, alors que le système, on va dire, pour la prise en charge des maladies infectieuses et autres est à saturation. Là, la psychiatrie, on en parle depuis des années de cette crise de la psychiatrie. On aura l'occasion d'y revenir au cours de cette émission parce que c'est pas simplement politique. On touche au cœur de la pratique. Quand on a moins d'infirmiers, moins d'aides-soignants, moins de psychiatres, c'est plus difficile de trouver une place. On va dire, il y a des services où il y a des listes d'attente. Ces listes sont très longues pour avoir une vraie prise en charge. Il y avait déjà cette crise avant le coronavirus. Aujourd'hui, on en est où? Alors, la crise du coronavirus a effectivement des conséquences psychologiques également. Il n'y a qu'à voir le warning qu'il y a en ce moment sur les étudiants qui ont plus 10 points de souffrance psychique par rapport au reste de la population. Donc c'est majeur. Alors il y a des efforts comme le chèque santé psy pour les étudiants qui vont permettre d'avoir des consultations payées, 3 consultations avec un psychologue, mais il y a un parcours un peu difficile pour accéder à ces soins-là. Et puis évidemment des moyens qui ne suivent pas non plus au milieu hospitalier ou dans les centres médico-psychologiques où il y a des listes d'attente qui s'allongent aujourd'hui pour des diagnostics, pour des prises en charge. Alors, virus émergent, crise psychiatrique, il y a des dispositifs d'urgence qui ont été mis en place à l'image de ce numéro unique pour la région parisienne. Je vais le donner, le 01 48 00 48 00. Une écoute 7 jours sur 7 entre 11 et 19 heures. Ça peut paraître anecdotique, mais on va dire que toute initiative est très, très, très utile. Double regard, aujourd'hui dans Priorité Santé, on vous retrouve, Stéphane Cognon. C'est toujours difficile de décrire ce qu'est une personne en quelques mots. Moi, je trouve qu'il vaut toujours mieux laisser la personne en question se définir. Vous êtes aujourd'hui un malade rétabli, un ancien patient. Vous définissez par votre profession. Comment décrire ? Oui, c'est un peu tout ça. Effectivement, je suis un malade rétabli. Je vois toujours une psy. J'ai toujours un traitement d'appoint. Mais effectivement, maintenant, je suis passé de soigné à soignant. Donc, je suis père aidant. Je sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'un père aidant, mais en fait, c'est ça. J'ai un parcours de santé mentale. Je suis usager de santé mentale. J'ai un parcours de rétablissement. J'ai connu l'hospitalisation. J'ai connu les traitements et puis le suivi thérapeutique. Et maintenant, je travaille dans l'équipe soignante. Je me sers de mon expérience pour venir en aide aux personnes. Et Stéphane Cognon, ces préjugés sur la psychiatrie qui font aujourd'hui le cœur de cette émission, est-ce que vous considérez que vous en avez été soit le témoin, soit le sujet, et est-ce que vous les comprenez ? Ah oui, témoin, sujet, je les comprends, oui, tout ça, c'est, en fait, ce qui a eu, la crise que j'ai eue, donc la décompensation et, en fait, l'hospitalisation à l'âge de 20 ans, j'ai eu la chance en sortant de l'hospitalisation, de plus avoir de symptômes positifs, comme on appelle toutes les hallucinations, délires, etc. C'est pas qu'ils soient positifs, mais ils viennent en plus.
Et donc tout ça, ça a été réglé par les traitements. Excusez-moi, le diagnostic de schizophrénie, il a été posé au bout de combien de temps? Un peu plus tard. C'est-à-dire que, en fait, je suis arrivé à l'hôpital. On m'a parlé de bouffée délirante aiguë. En fait, décompensation de bouffée délirante aiguë, c'est un épisode. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un deuxième épisode un peu plus tard parce que j'ai arrêté les traitements. Et du coup, c'est revenu assez rapidement. Donc on a vu que c'était chronique. Et ensuite, en fait, le diagnostic de schizophrénie, il a été posé beaucoup plus tard. Je sais que c'est pas forcément. Il a fallu 2 épisodes, une chronicité, et ensuite c'était peut-être après, au bout de 5 ans après le début de la maladie. Et en fait, c'était vraiment, ça m'a été donné de façon très entre deux portes, enfin, vraiment très très. Mais en fait, j'allais mieux, donc j'ai réussi à le gérer. En revanche, la stigmatisation, on parle de stigmatisation, nous, autour de cette pathologie, de ce terme de schizophrénie, moi j'ai eu beaucoup de mal, et c'est-à-dire que j'ai caché mon trouble. Je pouvais me permettre de le cacher. J'ai caché ça pendant des années, et au travail, jamais j'en parlais. Je n'avais pas la force en fait pour revendiquer ça. C'est venu beaucoup plus tard. Décompensation, ça se passe comment pour l'hospitalisation? C'est votre entourage qui vous dit là ça va pas du tout, il faut y aller? Comment est-ce que vous vivez ça? Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est vraiment, ça a été assez rapide. Pour voir les symptômes, un repli sur soi, beaucoup d'angoisse. Il y a eu la prise de cannabis qui a dû favoriser cette décompensation. Et puis, au bout d'un moment, les hallucinations, les délires. C'est-à-dire, j'allais dans la rue et je me perdais. Enfin, j'avais plus aucun repère. Et beaucoup d'angoisse, on dort peu, etc. Et puis ces voix, en fait, on a l'impression qu'on parle à Dieu et qu'il nous répond. On peut parler à Dieu, mais en général, il nous répond pas. Et là, il nous répond. Donc, à moins qu'il y ait de l'écho dans la pièce. Ouais. L'hospitalisation, est-ce que ça vous a soulagé? Alors, écoutez. C'est bête comme question, mais c'est pour dire comment ça se passe aussi, parce que on a l'image justement de, on va dire, la prison médicale, mais il y a des personnes pour qui cette hospitalisation, c'est du répit, c'est du repos, et puis c'est arrêter de tourner en boucle. C'est exactement ce qui s'est passé. En fait, je suis arrivé, comme Boris Chaumette l'expliquait tout à l'heure sur les différentes prises en charge. Moi, je suis arrivé, j'étais incapable de prendre la décision d'aller à l'hôpital. Donc en fait, c'est mes parents qui m'ont amené. Et qui ont j'étais hospitalisé sous la demande d'un tiers. J'en ai jamais voulu à mes parents, à ma famille, rien du tout, parce que je sentais que pour moi, il y avait que ça comme solution. J'étais dangereux pour moi. En fait, c'est ça. Moi, j'étais hospitalisé. Et quand j'ai été hospitalisé, c'est ça. J'ai baissé. Ça y est, on me prend en charge. Ouais, je peux souffler. On me donne quelque chose pour dormir parce que j'étais sans sommeil depuis quelques jours, quelques semaines. Et donc, du coup, en fait, j'ai pris ça comme ça. Vraiment, où je peux souffler. C'était dans des conditions qui étaient... j'étais tout seul dans une chambre. C'était un petit pavillon. Donc, en fait, il peut y avoir aussi des conditions d'hospitalisation. C'est ça, je voudrais quand même insister, qui sont... déjà, il faut protéger la personne d'elle-même. Et puis, il y a des conditions qui peuvent être supportables. Voilà. Et puis, il faut souligner, bien sûr, la dimension aussi vitale de certaines hospitalisations. Docteur Boris Chaumette, vous vouliez réagir? Oui, l'intervention de Stéphane Cognon me fait penser qu'il faut préciser tout de suite une chose, c'est que les personnes sont avant tout dangereuses pour elles-mêmes. Or, quand on regarde les sondages dans le grand public, il y a le baromètre de la schizophrénie qui montre que 80% des Français pensent qu'avec la schizophrénie, on est dangereux pour les autres. Et ça ne touche pas que les Français, ça touche les médecins qui pensent ça, les pharmaciens, les élus locaux qui pensent ça. Le baromètre de la schizophrénie, il montre vraiment ça. Et donc c'est toute une idée à déconstruire. On n'est pas dangereux tellement pour les autres, on est dangereux pour soi, parce qu'il y a un risque de suicide avec ces maladies-là qui est très important. Alors, docteur Chaumette, un autre élément important, on a entendu parler de cette hospitalisation sous contrainte. Est-ce que ça représente une forte proportion des hospitalisations? La majorité des hospitalisations se passe à la demande du patient. C'est très important à comprendre. Il y a différents types d'hospitalisation. On peut d'abord être hospitalisé en clinique, on peut être hospitalisé à l'hôpital. La majorité du temps, c'est en hospitalisation en soins libres, en soins libres, parce que le patient consent à des soins. Et puis, c'est une mesure qu'on va toujours privilégier. On va toujours dire au patient, on va toujours demander l'accord du patient pour savoir s'il est hospitalisé. Il y a des cas extrêmes où, évidemment, on est obligé de se passer de l'accord du patient parce que le patient n'est pas capable de consentir à des soins, n'est pas en mesure de donner son consentement.
Et ça, à ce moment-là, on a des procédures administratives pour ça. Alors, on reparle du regard, des fantasmes, avec ce qui nourrit aussi cet imaginaire. Peut-être un film, plus que les autres, ce film de 1975, réalisé par Milos Forman. C'est Vol au-dessus d'un nid de coucou. Un extrait, une scène particulièrement éprouvante où le personnage principal, joué par Jack Nicholson, McMurphy, subit une séance d'électrochoc. Autour de lui, pas moins de 8 personnes, debout, en blouse blanche, en costume noir. Et même sans les images, on perçoit l'intensité de la scène, l'intensité des convulsions. Un petit arrêt buffet, monsieur Dame. C'est chouette, hein? Je me débrouillerai. Merci. Asseyez-vous. Relevez-vous, je vous prie. Bien sûr, avec joie. Là, très bien. Dites donc, vous allez peut-être trouver du jus dans mes pompes. Un bon jus de chaussette, vu qu'il y a une petite fuite. Astiquez-les un bon coup et envoyez-le tout franco de port à la mère Ratched. Hein? Maintenant, votre chewing-gum. Hein? Votre chewing-gum. Hein? Bon, ce ne sera pas douloureux et il n'y en aura pas pour longtemps. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Du conducteur. Tu devrais t'en mettre où, je pense. Ça changerait ton existence. Ouvrez la bouche. Hein? Les échos? Ça empêche de se mordre la langue. Hein? Mordez dedans un bon coup. Oh. C'est ça. Mordez fort. Mordez bien à fond, hein. Vous êtes prête? Oui, monsieur. Allons-y. Docteur Boris Chomet, cette image de la psychiatrie brutale, le personnage évoque le rôle de Madame Ratched, une infirmière psy, on va dire sadique, carrément. Traitement de choc, ça existait ces traitements de choc, même parfois barbares, ce qui a contribué aussi à alimenter tout un courant antipsychiatrique. Alors ce film Vol au-dessus d'un nid de coucou a vraiment été un succès cinématographique, mais une catastrophe pour l'image de la psychiatrie. Il faut bien s'en rendre compte quand même aujourd'hui. Il y a quand même des films beaucoup plus positifs sur la psychiatrie, et les films contribuent à l'image parfois négative qu'on a de ces soins et des psychiatres. Alors aujourd'hui, on pratique des électroconvulsivothérapies. Donc c'est une technique où on va déclencher par un courant électrique une sorte de crise d'épilepsie dans le cerveau, mais ça se fait sous anesthésie, avec des produits pour éviter que les muscles se contractent, comme on le voit dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. Évidemment, on ne prend pas le patient par surprise. Évidemment, c'est avec le consentement du patient, de la famille, et ça sauve des vies. C'est ça qui est important à comprendre. Et donc du coup, l'image même de ce traitement-là est complètement maintenant mal vue, en tout cas par la population, parfois même par les patients qui en ont besoin, alors qu'aujourd'hui, les choses sont quand même totalement encadrées sur le plan médical. Alors votre regard, Stéphane Cognon, sur l'image de la psychiatrie dans notre culture, après cet extrait de film, à titre personnel, en termes de traitement, est-ce que vous aviez peur de certains traitements, justement ? Non, pas plus que ça. Mais bon, après, j'ai pas eu d'électrochoc non plus. Mais je sais que ça se pratique. Ça se pratique, mais pas du tout dans les mêmes conditions, effectivement, comme disait Boris. Moi, j'ai eu des traitements médicamenteux, mais après, on parle aussi de camisole chimique. C'est aussi un terme qu'on emploie. Écoutez, moi, ce que j'ai vu, quand je suis arrivé à l'hôpital, c'est que j'ai pris des traitements assez rapidement. Que ces traitements, au bout d'1 mois, 2 mois, ont fait baisser les symptômes, ces symptômes dont je parlais tout à l'heure, les hallucinations, les délires. Moi, quand je suis sorti de l'hôpital, il a fallu que je continue à prendre un traitement, j'ai continué à le prendre. C'était il y a 30 ans, c'était pas les mêmes traitements, c'était des traitements de première génération qui avaient quelques effets secondaires. Ensuite, j'en ai pris un autre de 2e génération, qui a amélioré justement ces effets secondaires. J'en prends toujours maintenant, je prends un traitement d'appoint le soir qui me fait pas d'effets secondaires. Je sais que ce traitement associé à une psychothérapie, et puis d'autres traitements dont peut-être qu'on parlera tout à l'heure, des traitements non médicamenteux, tout ça il y a une prise en charge globale désormais, qui fait qu'on peut se sortir de troubles comme la schizophrénie, la bipolarité ou d'autres. Donc en fait, j'ai pas eu peur moi de ces traitements, j'ai vu qu'ils me convenaient. Donc j'ai eu peur plutôt du terme schizophrénie, effectivement, et j'ai dû déconstruire ça et avant de revendiquer quelque chose et d'aller dans un métier qui est la pérédance.
Et il a fallu quand même que, au niveau du terme de la schizophrénie, que j'accepte ça. Et ça, c'était plus difficile. Acceptation plus que justement la nature de ces traitements. Docteur Boris Chomette, avec ce que vient de dire Stéphane Cognon, on perçoit en tout cas toute l'avancée aussi des traitements, l'avancée des possibilités et des ressources médicales. Effectivement, avant on avait des traitements avec très pourvoyeurs d'effets secondaires, notamment moteurs, où les gens étaient ralentis, marchaient à petits pas, etc. Aujourd'hui, on a quand même des traitements de deuxième génération, voire même de troisième génération dans certains cas, qui ont très peu d'effets secondaires. Et ça, il faut aussi démystifier les traitements. Et Stéphane Cognon le prouve, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir une vie normale, avoir un travail avec un traitement minimal. Les gens, des fois, ont peur d'être rendus comme des légumes, c'est ce qu'ils nous disent. Mais c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, avec les traitements, on a des traitements efficaces, avec peu d'effets secondaires et un retour à la vie. Vous dites c'est plutôt tout à fait le cas, mais on peut voir encore dans la rue certaines personnes assez, on va dire, avec le regard hagard, pour le coup, dans le vague. Ça veut dire que là, ce sont des personnes qui sont pas en hospitalisation, mais qui sont encore sous un traitement qui va, d'une certaine manière, les assommer. Alors, il y a la maladie aussi qui ralentit, qui donne des symptômes qu'on peut percevoir chez les gens. Et puis, il y a des moments où on a du mal à équilibrer les traitements, mais c'est quand même pas la majorité des cas. Alors, depuis le 1er janvier en France, il y a une loi qui a fait beaucoup parler dans le secteur de la psychiatrie notamment, mais pas seulement, parce que ça concerne aussi d'autres secteurs hospitaliers, notamment la neurologie, docteur Boris Chomette. C'est ce qui concerne la contention en milieu hospitalier, une durée maximum qui a été fixée, des renouvellements limités à la contention, on va dire, ça peut être par exemple ces sangles qui sont mises sur des brancards pour immobiliser des patients particulièrement agités, encore une fois dangereux contre eux-mêmes. Et une partie de la profession a dit, en fait, ces mesures, elles sont déconnectées de la réalité de terrain. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors d'abord, il faut expliquer ce qu'il y a derrière cette idée-là. C'est-à-dire que c'est l'idée qu'on va abuser de la contention physique, c'est-à-dire de tenir les patients avec des sangles quand il n'y a pas le choix. Finalement, ça alimente encore les fantasmes. Ça alimente un peu les fantasmes. Après, je comprends que ce soit lié à des histoires où les patients ont attaqué les hôpitaux parce qu'ils ils estimaient ne pas avoir mérité tous les soins qu'ils auraient dû, ou en tout cas pas les bons soins. Le problème de ça, c'est que c'est quasiment inapplicable parce qu'en fait, ça veut dire qu'il faut en permanence renouveler les prescriptions. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait toujours un psychiatre traitant qui va faire l'ordonnance, plus un juge. Exactement, y compris la nuit. Et c'est ça qui est très difficile, à moyen constant. Et donc là, ça devient très difficile pour les hôpitaux qui sont déjà des fois un peu au bord de l'asphyxie budgétaire ou en termes de postes, de trouver des médecins qui vont venir en plus, en complément du service habituel, pour renouveler ces prescriptions et trouver un juge, évidemment, qui sont déjà très surchargés. Docteur Chomette, j'ai lu, plus la psychiatrie va mal, plus la contention est utilisée. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est en partie vrai et pas totalement. C'est-à-dire qu'il y a des fois, on n'a pas le choix de contenir le patient, quels que soient les moyens qu'on met en face. C'est-à-dire qu'un patient qui est complètement halluciné, qui est dans un autre monde, évidemment, on a beau essayer de le raisonner, de mettre tous les moyens humains qu'on veut, on ne pourra pas éviter à un moment le contention, la chambre d'isolement, donc la chambre protégée. Et puis c'est pour protéger le patient aussi, la contention, pour éviter qu'il se fasse du mal. Il y a des patients qui vont se taper la tête contre les murs de souffrance. Et donc ça, à ce moment-là, on pourra mettre tous les moyens humains qu'on veut, on n'empêchera pas forcément toujours les contentions. Mais c'est vrai que parfois, on peut aussi imaginer qu'on en arrive à des situations de prise en charge qui sont, on va dire, non optimales parce qu'il y a des manques de moyens, ça c'est sûr. Alors vous restez avec nous, on va se retrouver après une pause musicale. On ira notamment à Kinshasa tout de suite après ce titre de Gringe, On aboie en silence. Une prière vers le ciel, plaie sur laquelle je verse le sel. Foule feuille, une tête brûlée, il ira se brûler les ailes. Rien peut nous perturber. Ce soir la nuit est belle. Gratter un tour gratuit, rester des sales mômes toute la vie. Juste une autre façon de la voir, parle pas de mauvaise éducation. C'était backward sur nos parties de foot au City Stade la nuit. Tard le soir sur le parvis, on se repère au bruit du ballon. On défie le daron, l'ambiance est paramilitaire. Et puis on effrite le marron, ça sent la paraffine cet hiver. Et quand je me noie dans mes larmes, que je mords le fruit du démon, c'est encore toi mon frère qui me ramasse à la petite cuillère. On se fout de la mise en page, ensemble on vit dans la marge. Et si les faux nous taxent de faux, dis-moi au fond, qu'est-ce qu'ils en savent? Celui qui t'a mis en cage, je vais lui faire vivre un enfer. Je ne connais rien de plus grand qu'être ton grand frère. Laisse-moi te protéger du monde qui t'entoure. J'aimerais tant combler ce vide immense. Comment faire taire ce bruit qui ressort quand c'est le bordel que t'abordes en silence. Y'a ta tête qui frappe comme un tambour, mes journées qui se changent en nuit blanche. Comment faire taire ce bruit qui ressort quand c'est le bordel on aborde en silence. On aborde en silence. Les jeux d'enfants sous la pluie disparaissent en un tour de magie.
T'as beau avoir de la barbe, tu restes mon petit frère pour laver. Et quand l'orage éclate et qu'on se retrouve à court d'abri, on aboie en silence dans nos voyages au bout de la nuit. Au bout de la nuit, j'écoute tes histoires fantastiques. Ça comble un vide en moi, toi, t'as plus de vie qu'un chat. La plupart des gens l'ignorent, faut-il en payer le prix fort? Pour toi, j'irai briser la chaîne du franc en Antarctique. Et si nos deux cerveaux sont bons pour un lavage rapide, maintenant je sais que cette vie ne sera pas un voyage à vide. Pour te dire comme je t'admire, tu sais, j'ai pas des tonnes de mots. Juste m'asseoir en silence à tes côtés au bord de l'eau. Laisse-moi te protéger du monde. Priorité santé sur RFI, déconstruire les préjugés sur la psychiatrie, toujours en compagnie du docteur Boris Chaumette, psychiatre au GHU Paris Psychiatrie Neurosciences. Docteur Chaumette, cet artiste, ce rappeur qui travaille justement à cette lutte contre la stigmatisation, c'est utile ce genre de message? C'est très utile, j'ai tendance à utiliser l'expression coming out psychiatrique. Parce qu'il parle du parcours et du lien avec son frère qui est lui-même atteint de schizophrénie. Exactement, il a écrit un très beau livre qui montre tout l'amour fraternel qu'il a pour son frère qui souffre de schizophrénie. Et on a besoin d'artistes comme ça qui démystifient la maladie psychiatrique. Il y a aussi des hommes politiques, puisque par exemple la mère du Premier ministre canadien Trudeau a mis en avant qu'elle souffrait d'un trouble bipolaire. Et donc elle montre bien qu'on peut avoir une vie et des enfants avec ce type de maladie. Donc on a besoin d'artistes, on a besoin d'hommes politiques qui font leur coming out psychiatrique, c'est-à-dire qui révèlent qu'ils souffrent de troubles psychiatriques. C'est important. Vous le soulignez tout à l'heure, Stéphane Cognon, des fois avoir du mal vous-même, non pas à assumer, mais à intégrer cette maladie que vous avez connue à l'âge de 20 ans, auteur de « Je reviens d'un long voyage candide au pays des schizophrènes », avec justement, au moment de rencontrer la femme de votre vie, là c'est plus que jamais le coming out, Stéphane Cognon, comment on fait quand on veut parcourir un moment, une vie ensemble, comment on fait pour dire ce que l'on est quand on est passé par là? Oui, alors moi je parle de schizo-out pour faire une discrétion là-dessus. Effectivement, moi quand je l'ai rencontrée, ma femme, la personne qui allait devenir ma femme, j'ai su que c'était important et j'ai su qu'il allait falloir lui raconter ce que j'avais vécu. Surtout qu'il y avait une amie à nous qui lui avait dit, Stéphane, il a des problèmes au cerveau, donc il fallait que je clarifie un peu les choses. C'est vague. Donc c'est un peu vague et puis bon, on peut s'imaginer plein de choses. Toujours est-il que oui, moi je me suis mis la pression, je me suis dit il faut que je lui raconte, il faut que je lui dise comment je vais lui dire, etc. Donc je savais que c'était important. Et en fait, ce qui s'est passé, ce qui a été vraiment le précurseur de la suite, en fait, c'est que elle a été assez cartésienne. Elle m'a posé des questions bien claires. Alors c'est ça, c'est pas génétique. T'es guéri, tu vas mieux, qu'est-ce qui va arriver, t'es pris en charge, etc. Et ça s'est fait, vraiment les questions, les réponses super bien. Moi, ce que je lui ai proposé, c'était un peu plus tard de venir voir ma psy avec moi, donc on y a été tous les trois. Et si elle avait des questions un peu plus techniques, de lui poser. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et ensuite, quand on a eu, quand on s'est mariés, quand on a voulu faire des enfants, il n'y a pas eu plus de questions que ça. Et puis voilà, maintenant je suis marié, j'ai 3 enfants, 3 beaux garçons et tout va bien, quoi. Stéphane Cognon, quand on vous entend, en tout cas on entend l'importance de la confiance. L'entourage, il y a eu votre famille, ensuite il y a eu cette hospitalisation qui a été faite, on va dire même si c'était sous contrainte, dans une forme de douceur, en tout cas pour aller mieux. Ensuite, il y a votre métier où ça s'est aussi bien déroulé, on va dire votre histoire d'amour. L'entourage, ça a été absolument essentiel pour vous. Ah oui, c'est essentiel. Vous savez, en fait, il y a quelque chose qui se passe dans ces troubles, qu'on soit remis en cours de rétablissement, c'est qu'il y a une grosse perte de confiance. On a parlé de symptômes positifs, donc ça c'est les hallucinations, délires, mais ensuite il y a beaucoup de symptômes négatifs, et ça c'est le repli sur soi. C'est quelque chose qui est beaucoup plus dur à combattre, la stigmatisation autour de la maladie, etc. Donc en fait, il y a une grosse perte de confiance. Je le vois moi, dans mon métier et puis chez moi. Donc suite à cet événement, tout s'écroule. C'est quand même difficile. Il faut reconstruire petit à petit. On a une perte de confiance. Donc les proches, que ce soit la famille, ma femme, mes enfants, mon métier, moi, je sais que j'ai besoin d'être rassuré assez souvent. Et effectivement, tout ça,
fait qu'on arrive à se reconstruire, mais tout ça, c'est un processus qui est très lent. Et effectivement, la confiance des proches, c'est très très important. Travailler aussi sur l'estime de soi, docteur Boris Chaumette. Très important. Et puis, comme le signalait Stéphane Cognon, évidemment, il y a les symptômes qui déjà nous handicapent. Et si en plus on a le regard de la société qui nous rajoute du stigmatisation, c'est compliqué de traiter ces maladies. Illustration tout de suite. Autre expérience, on part pour la République démocratique du Congo. RFI à Kinshasa, 105 FM. En ligne, professeur Samuel Mampounza, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes neuropsychiatre, président de la Société africaine de santé mentale, bien sûr des expériences différentes, mais depuis le début de cette émission, j'imagine que sur cette perception de la psychiatrie, vous avez retrouvé des traits communs, professeur. Première chose, on disait aussi, les moyens, ça n'aide pas forcément à l'image, et on va dire que dans un pays comme la RDC, l'offre est plutôt réduite en termes de spécialistes en psychiatrie, professeur. Oui, c'est vrai que au Congo, nous sommes une quarantaine de psychiatres pour un pays grand comme toute l'Europe occidentale. Et c'est que donc, même les infirmiers, les psychologues, les ressources humaines, il y en a très peu. C'est comme cela d'ailleurs que, oui, nous pensons que au-delà du spécialiste, il faut que les autres praticiens soient entraînés à prendre en charge des problèmes de santé mentale, psychiatrique. C'est pour ça, souvent, il y a une sensibilisation, y compris au niveau des infirmières et des relais communautaires pour sensibiliser sur ces questions. Maintenant, du côté des structures hospitalières, de la décision d'hospitaliser un patient, elle est motivée par quel type de situation dans les services où vous avez exercé, professeur Mampounza? Oui, c'est vrai que je suis chef de service d'un hôpital universitaire. Et il y a les malades qui sont souvent amenés par leur entourage effectivement, parce qu'eux-mêmes ne sont pas conscients de leur trouble de comportement. Ça, c'est le cas de figure le plus habituel. Mais il y a aussi des malades anciens malades qui se connaissent, qui savent quand est-ce qu'ils commencent à être perturbés, qui peuvent venir par eux-mêmes. Mais nous avons aussi des patients qui viennent par la voie médico-légale. C'est un officier du ministère public qui intervient, qui requiert l'expertise du médecin psychiatre parce que quelqu'un trouble l'ordre public ou dérange, etc. Donc, ce sont les trois principales voies d'hospitalisation. Et en termes de fréquence, professeur, quelle pathologie ou trouble entraîne le plus grand nombre d'hospitalisations? Oui, ce sont les troubles psychotiques chroniques, effectivement, la schizophrénie. Ce sont ces malades fortement perturbés, très en dehors de la réalité sociale, qui dérangent donc, qui déambulent parfois dans les rues. Ce sont ces genres de malades qui viennent. Mais nous avons aussi des troubles psychotiques, ce qu'on appelait les bouffées délirantes, des troubles aigus, qui dérangent fortement. Ceux-là aussi, on les amène à l'hôpital. Mais il y a la consultation des gens qui consultent sans être hospitalisés. À l'extérieur. Alors, depuis le début de cette émission, on a parlé de la perception des soins dans un pays comme la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on parle de préjugés ou plutôt de méconnaissance de la santé mentale? Il y a les deux au Congo. En milieu rural, on ne peut pas concevoir qu'un malade mental puisse aller voir un médecin. Là-bas, cela est du registre du thérapeute. Donc c'est la mystique. Voilà. Mais en milieu urbain, effectivement, de plus en plus, au-delà du thérapeute, on sait qu'il y a le médecin qu'on appelle moderne, le psychiatre notamment, qui peut prendre en charge les malades mentaux. Sauf que nous avons au Congo une politique qui fait que l'hôpital psychiatrique soit l'exception. On a des services de psychiatrie dans les hôpitaux généraux. C'est une façon d'éviter la marginalisation, le rejet de ces patients. Et nous pensons aussi que moins on hospitalise, mieux ça vaut. Le malade doit être soigné dans son milieu pour qu'il soit toujours intégré. Je vais vous redonner la parole, professeur Mampounza. Je me tourne vers Stéphane Cognon, ancien malade. Cette dimension mystique, quasi magique de la maladie mentale, un petit peu être habité, est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti dans les fantasmes, dans le regard des autres, ou ça ne vous a jamais concerné vraiment?
Non, pas vraiment. En fait, c'est vrai qu'on se fait beaucoup d'idées quand on n'a pas connu un proche ou soi-même, qu'on n'a pas connu les troubles psychiques. Mais en fait, le côté mystique, moi, je l'ai eu dans les délires. Mais en tout cas, moi, j'ai pas ressenti trop. J'ai senti en fait parfois une incompréhension quand je parlais en fait de mes symptômes. Ce qui fait que après j'en parlais moins, comme j'étais pas compris en fait. Professeur Mampounza, est-ce que vous diriez qu'il y a deux attitudes complètement tranchées? D'un côté, la peur justement par rapport à toute cette dimension de l'invisible, et puis de l'autre une forme de bienveillance aussi, de l'intégration qu'on vit dans certains milieux avec une personne qui a une maladie mentale, qu'on l'intègre aussi à la communauté. C'est deux extrêmes. Oui, en fait, en milieu africain, le malade est souvent considéré comme possédé. Ça veut dire que quelqu'un d'autre ou des forces invisibles agissent en lui ou à travers lui. Avec cette conception, naturellement, les autres ont le devoir de prendre en charge la personne qui n'est responsable en rien. Même si les consommateurs de substances, de drogues, à sa faute, c'est des forces étrangères. De ce point de vue-là, effectivement, prendre en charge ces genres de personnes par la communauté, ce n'est que naturel. Bon, maintenant, cela est moins valable en milieu urbain, où la vie moderne, avec des salaires, avec des moyens limités, avec le communautarisme de moins en moins évident, là-bas, c'est différent. Il faut des moyens pour être pris en charge, et ces moyens manquent, et ce qui justifie d'ailleurs le phénomène des malades mentaux errants des rues, parce que personne n'a les moyens convenables pour les prendre en charge. On perçoit une nouvelle fois que c'est beaucoup plus compliqué quand on est livré à soi-même en milieu urbain. Professeur Mampounza, une dernière question sur la sensibilisation, justement, pour déconstruire ces idées reçues, mieux prendre en charge les personnes concernées par la maladie mentale. On l'a compris, il y a d'abord avoir plus de moyens, ça c'est évident, former plus de psychiatres, plus d'infirmières, davantage de ressources humaines, mais aussi expliquer qu'est-ce que c'est la maladie mentale au grand public. Professeur Mampounza, il y a un vrai effort à faire de ce côté-là, faire comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Oui, effectivement, c'est par là qu'il faut commencer. On se met en amont d'abord, qu'est-ce qui peut provoquer une maladie mentale? Est-ce que c'est évitable? Si on sensibilise en amont, c'est déjà pas mal de choses. Maintenant, pour ceux qui sont déjà malades, il faut sensibiliser la communauté pour dire que c'est une maladie comme d'autres, avec des moyens de diagnostic, des moyens thérapeutiques aussi efficaces que pour les maladies infectieuses, etc. Dès que les personnes en milieu scolaire, en milieu ecclésiastique, dans les églises, etc., dès qu'il y a une masse critique de personnes qui ont cette perception, je pense qu'on aura fait un grand pas pour prendre en charge correctement les malades mentaux. Merci beaucoup, professeur Mampounza. Très bonne journée à Kinshasa. Ça veut dire aussi, docteur Boris Chaumette, que pour lutter contre les idées reçues, il faut démarginaliser. Encore une fois, ça passe par davantage de moyens. On a eu des exemples de protestation en France face justement à cette crise matérielle. Un mouvement en Normandie, grève de la faim de soignants à Rouvray, à Sotteville-les-Rouen, avec un rapport qui dénonçait des conditions d'accueil dégradantes des patients. Ça peut être aussi une réalité de manquer de moyens jusqu'à justement avoir des patients dans des situations vraiment tragiques, proches justement du non-respect des droits fondamentaux. Comment est-ce qu'on fait quand on a plus les ressources? Comment on fait? On appelle à l'aide, comme les collègues de l'hôpital du Rouvray. Il y a d'autres hôpitaux qui sont dévastés comme ça. Il faut en visiter certains pour comprendre que les peintures tiennent plus au mur parfois, les douches fonctionnent mal. Il y a une dégradation complète de certains bâtiments d'accueil du public qu'on ne tolérerait pas dans d'autres pathologies. Et donc du coup, il y a évidemment besoin d'investir dans les moyens aussi d'architecture, dans les moyens hospitaliers. Ça, c'est avec peut-être ce paradoxe de la crise sanitaire, maladie infectieuse, avec un coup de projecteur sur les manquements de la psychiatrie alors que la population va mal. Tout à fait, c'est un moment où il faut absolument investir. Alors le gouvernement a
actuel a investi un peu plus que les précédents, mais il y a encore une énorme marge de progression, on va dire, si on peut parler comme ça. En tout cas, il faut investir dans les soins, dans l'accompagnement des patients, dans les mesures aussi non médicamenteuses, l'investissement dans les médiateurs de santé pairs comme Stéphane Cognon. C'est une évidence pour démystifier un peu la maladie, déstigmatiser la maladie, mais aussi investir dans la recherche, c'est important parce que la recherche d'aujourd'hui, c'est les soins de demain. Donc c'est important d'investir aussi dans l'avenir. Stéphane Cognon, le mot de la fin, justement, vous disiez « Il m'a fallu du temps pour m'acclimater avec le nom de ma propre maladie ». Qu'est-ce que vous pouvez dire aux personnes qui nous écoutent ? Moi, j'ai envie de finir sur une note optimiste. Moi, dans mon métier de père aidant, on met le patient au centre en fait du soin. Et moi, avec ma vision de personne rétablie, je les aide et on va vers un traitement non médicamenteux, le patient au centre et le patient qui va gérer sa pathologie. Et là, on est dans un autre paradigme du père aidant et du patient au centre des soins. Et j'espère que avec cette nouvelle aide, que tout le monde trouvera sa place. Et pour moi, le rétablissement est possible pour toutes les personnes atteintes de troubles psychiques. Juste est-ce que je peux signaler En fait, il y a un livre qui vient de paraître, qui a été initié par des pères aidants et écrit par des pères aidants, et c'est novateur, qui est paru à la même édition que le mien. Frison ça Roche. s'appelle Les Voies du rétablissement. Envoyez-le nous, on fera une émission dessus. Je vais vous l'envoyer. On prend date. Non, mais c'est vrai que c'est très important, Dr Boris Chaumette, patient rétabli, beaucoup de jeunes qui arrivent en psychiatrie, on leur dit voilà, c'est une maladie chronique, t'en as pour toute la vie. Non, il faut pas réagir comme ça. Dans les faits, aujourd'hui, que ce soit un trouble bipolaire, une schizophrénie, c'est effectivement une maladie chronique pour laquelle il faut un traitement dans l'état actuel de nos connaissances. Mais en tout cas, on restera pas en situation de crise tout le temps. Mais évidemment, on peut se rétablir, la preuve avec notre invité Stéphane Cognon, évidemment. Et c'est ça qu'il faut mettre aussi en avant, c'est-à-dire que il y a des cas très compliqués à gérer, puis il y a des cas qui sont beaucoup plus légers et qui aussi vont pouvoir se rétablir, avancer dans la vie. Et aujourd'hui, il y a des messages forts à faire passer. Par exemple, on se rétablit totalement dans le trouble bipolaire, on peut avoir une vie normale. Dans la schizophrénie, c'est des fois un peu plus compliqué, mais on guérit des dépressions, par exemple. Donc il ne faut pas hésiter à consulter le plus tôt possible. Parce que plus on consulte tôt, plus on peut avoir des soins tôt et mieux on se rétablit. Merci beaucoup tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Merci Dr Boris Chaumette. Et vous Stéphane Cognon, je rappelle le titre de ce livre, Je reviens d'un long voyage candide au pays des schizophrènes. Et merci d'écouter Priorité Santé. Et c'est le moment de parler activité physique et même sport dans Priorité de Santé. Tout de suite, c'est avec vous, docteur Jean-Marc Sen. Bonjour. Bonjour Caroline. Alors, docteur Sen, vous êtes médecin du sport et avec vous aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut, ça peut servir à tout le monde. Reprendre le sport après une infection, puisqu'en fonction des saisons, des maladies, parfois impossible de faire de l'activité physique, on va dire, parce qu'on est vraiment très raplapla. Mais une fois qu'on s'est rétabli, comment bien se remettre en action? Comment reprendre ses activités sportives sans danger? C'est ce qu'on voit ensemble aujourd'hui. Et oui, il y a plein de raisons d'avoir une infection. Les agents infectieux, il y en a plein. C'est des micro-organismes. Alors, c'est des virus, bactéries, parasites, champignons. Voilà, tout ça, ça peut entraîner une infection. Alors, le plus souvent, c'est bien sûr des virus comme la grippe ou qui entraînent des gastro-entérites ou encore des rhinopharyngites. Voilà, on dit qu'on est malade en général. Et puis, bon, plus récemment, évidemment, la Covid-19, qui est quand même le virus qui est très répandu. Alors, l'intérêt de l'activité physique, c'est vrai que c'est bien parce que ça développe le système immunitaire, mais il faut savoir qu'une fois qu'on a été infecté de cette façon, eh bien, le corps humain est affaibli. Et le risque, c'est qu'il peut garder des séquelles. Il est affaibli, d'abord l'appareil pulmonaire, parce que il peut y avoir eu des infections des voies respiratoires et en quelque sorte, cet appareil pulmonaire qui est convalescent, il va falloir le remettre tout doucement en route. La fièvre aussi a pu entraîner des problèmes, des douleurs musculaires, tendineuses, une véritable déshydratation. Et puis, les traitements aussi peuvent avoir quelquefois des effets secondaires. L'effet principal qu'il faut regarder, c'est au niveau du cœur. Il faut savoir que les virus peuvent se fixer sur le cœur et donner des myocardites virales. Et là, ça peut être vraiment quelque chose de très dangereux. On peut vraiment entraîner une mort subite de ce fait. Et puis, bien sûr, il y a l'aspect mental qui est aussi important parce que, évidemment,
lorsqu'on a été confiné ou lorsque on n'a pas pu faire de sport. Et pour surtout quelqu'un qui a l'habitude, c'est quelque chose qui est vraiment très contraignant et il faut vraiment en tenir compte. Alors, on tient compte de ce qu'on fait une fois qu'on va mieux, mais également en termes de prévention, qu'est-ce que vous conseillez, Dr Sen ? Le mieux, effectivement, mieux vaut prévenir que guérir. Ça, c'est le grand principe. Alors, les mesures basiques sont importantes. Se laver les mains, évidemment, éviter les lieux publics confinés et puis porter un masque chirurgical. Ça, ce sont des messages, bien sûr, qui sont largement redonnés, mais il faut encore le dire. Oui. Il faut vraiment le répéter. La nutrition, c'est aussi intéressant parce que c'est sûrement une base qui permet probablement d'améliorer les défenses immunitaires. Il faut éviter des choses qui sont inutiles comme l'alcool, les sucreries. Ça, c'est pas une très bonne chose de manière générale. Ça fragilise. Et si on arrive en fin d'année, il y a des repas de fête de fin d'année, ça peut ne pas être terrible. Probablement, même si ça manque un peu de démonstration, les probiotiques peuvent être intéressants au contraire pour améliorer la flore intestinale. Plus on avance, plus on se rend compte que cette flore intestinale est vraiment importante pour la défense immunitaire. Sinon, il faut faire attention au refroidissement. Ça, on sait, le fameux coup de froid, là, on sait que ça, c'est quelque chose qui favorise vraiment les infections. Et là, la tenue doit être adaptée pendant et surtout après l'entraînement. Et puis, faire attention à bien couvrir ses pieds, à bien couvrir sa tête. Sur le plan d'entraînement, pendant les périodes comme ça, où on est affaibli, où il y a des risques, il faut éviter de trop surchargé, parce qu'on sait qu'une activité physique modérée, ça booste les défenses immunitaires, mais à l'inverse, une activité extrêmement intense, au contraire, les amenuise. Alors là, si on prend des personnes qui ont contracté un virus, une infection, maintenant ça va mieux, la convalescence est terminée, comment reprendre l'entraînement ? Le but, c'est de reprendre très progressivement. Ça, c'est l'élément qui est absolument essentiel, sous peine évidemment de rechuter et reprendre d'autant plus progressivement qu'on a encore de la fièvre. Il faut faire vraiment attention parce que là, les dommages cardiaques peuvent vraiment être importants. Donc, tant qu'il y a des symptômes et particulièrement s'il y a de la fièvre, il faut éviter de faire de l'activité physique ou en tout cas faire une activité qui sera extrêmement peu intensive et des séances très courtes. Ce qui est intéressant pour savoir si on a récupéré, c'est d'avoir un nombre, on va dire, une durée de reprise qui est à peu près le double de la durée où on a été malade. Donc, si on a eu une semaine d'arrêt, il faudra à peu près 2 semaines pour qu'on puisse récupérer son niveau d'avant. Alors, la reprise peut être aidée avec un thérapeute, par exemple un kinésithérapeute ou un préparateur physique, qui peuvent vous donner une bonne programmation des entraînements. Et c'est quoi ? C'est un entraînement avec une phase d'échauffement qui est importante, longue, progressive, pour que vraiment il y ait une bonne récupération. Un renforcement musculaire aussi sera intéressant. Un gainage, c'est une technique qui est très importante pour renforcer le tonus postural. Travailler l'équilibre, ça sera important. Bien s'hydrater, bien manger. Le sommeil, c'est vraiment quelque chose dans la récupération qui est absolument essentiel. Et puis la récupération mentale, parce que vraiment toutes ces interruptions, vraiment ont des conséquences psychologiques qui sont souvent pas négligeables. En moindre doute, n'hésitez pas à consulter votre médecin pour qu'il puisse vous examiner, éventuellement demander des examens complémentaires. Voilà. En fait, on peut dire que tous ces conseils s'appliquent pour toutes les fièvres, sauf une. La fièvre du samedi soir. Non, franchement, vous avez osé. Mais il ose toutes les semaines, c'est ça qui est pénible. Merci beaucoup, Dr Jean-Marc Sen, médecin du sport. Mais c'est bien parce qu'à chaque fois qu'on vous quitte, on a votre éclat de rire. Donc vous êtes content de vous, c'est très bien. Médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo, médecin du sport et beaucoup plus sérieusement sur votre blog, toutes vos informations, tous vos conseils. Jean-Marc Sen en minuscule et en attaché, jeanmarcsen.com. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. À Setou Samaké, Ophélie Lassène, Louise Calédec, Didier Bleu et Laurent Hérault. Demain, nous parlerons de la rencontre, comment trouver l'âme sœur. On donnera la parole aux jeunes auditeurs, jeunes auditrices, bonne ou mauvaise surprise, à la recherche de l'amour avec un grand A. On vous donne la parole. C'est donc demain. D'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains. Vous avez suivi Priorité Santé avec Sounou Assurance qui a le bon profil pour vous accompagner tout au long de cette nouvelle année qui s'annonce digitalement innovante. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance. Dans 10 minutes, votre rendez-vous avec 7 milliards de voisins et ce sera